Il y a des décisions folles qui sont prises, notamment pour ce qui est de la guerre. Les protagonistes de la querelle, je les cite, Macron et Zelensky. Absolument, Macron et les Zelensky ont décidé de faire parler la poudre. Après avoir verbalisé les usurpateurs du pouvoir, il est plus que temps de relever le niveau, avec une citation d'Albert Camus. Toute dictature s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Allez, bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du CNTF-CH, avec Bruno, avec Yota, avec Christiane et avec Philippe. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, on fait parler la poudre. Je pense qu'on parle tous de la même poudre, hein. On est bien d'accord, hein. Voilà, ouais, exactement. Alors moi, je parlerais plutôt de la poudre aux yeux. Ça serait plus Oui. logique. Et je vais commencer par une note positive. C'est le printemps qui arrive. Il commence à faire chaud. Ça se réchauffe. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, il suffit de voir Christiane qui est toute couverte de fleurs. Oui, puis moi je suis au sud de l'Europe où il fait bien, bien bon, bien chaud, tout au sud là, au bout. D'accord. Et moi qui suis au nord, Et quel temps as-tu, Yota? vous m'entendez passer? Ah oui, voilà, ça s'est mis en route. Eh bien, on a 6 degrés, Ah oui, quand même. entre 6 et 9 degrés à Bruxelles. Ce matin, on pouvait dire qu'on avait 9 degrés qui faisait très doux. Et cet après-midi, avec les 6 degrés, il fait froid, les amis. Mais il ne pleut Oui, peut-être pas. oui, Yota, mais à Il Bruxelles, pleuville. oui, Yota, mais à Bruxelles, vous avez toujours la frite. Exactement, Oh Bruno. là là. Ça vole haut. Le Balkan Peace n'a pas bougé de place, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on peut enchaîner avec, après ces paroles joyeuses, avec une actualité qui l'est forcément moins, puisqu'il se passe tellement de choses importantes en ce moment et graves, et notamment la parole de Monseigneur Vignano, que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais qui est un ancien nonce catholique, bien sûr, des États-Unis d'Amérique, et qui fait parler à son cœur et sa tête, pour dire des choses qui vont à 99% dans le même sens que tous les gens éveillés disent, et dont nous. Et lui parle, il était à la manœuvre pour dénoncer ce qu'il appelle lui-même l'Holocauste sanitaire. L'Holocauste sanitaire, ce sont ces termes, hein. Donc voilà ce que je voudrais signaler. Évidemment, il s'oppose à un certain nombre de choses par rapport à Monseigneur Bergoglio, le pape en place. Et il constitue en lui-même une sorte d'opposition catholique à tout ce qui nous est proposé par les Davos, par les Schwab, par les Soros et compagnie, évidemment contre lesquels il se dresse. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre qui nous rejoint. Bravo Jean-Pierre, merci d'être là. Je passe la main donc à qui la veut, peut-être Bruno qui avait des choses à nous dire tout à l'heure. Moi, j'avais à vous dire, comme je parlais tout à l'heure du printemps, il faut se souvenir que le printemps, c'est toujours une époque où les gens se réveillent. Les gens se réveillent. On a parlé des printemps arabes à une époque. On a parlé de la Révolution française qui a eu lieu non pas au printemps mais en été. Mais il faut qu'il fasse beau parce que s'il fait pas beau, c'est pas toujours évident que le peuple descende dans la rue quand il pleut. Donc, c'est peut-être le signe que le peuple va peut-être enfin commencer à bouger. Et donc, à partir de là, qu'après, les militaires vont peut-être enfin commencer à se réveiller. Un certain nombre sont déjà réveillés. Il suffit d'avoir entendu le général Coustou, qui malheureusement est à la retraite. Mais je pense que maintenant, de plus en plus par rapport à ce que nous propose l'oligarchie actuellement, c'est-à-dire nous conduire droit à la guerre, je pense que de plus en plus de militaires ne vont pas du tout, mais vraiment pas du tout être d'accord. Alors, la question des militaires d'accord ou pas d'accord, elle est vieille presque comme le monde, hein. Il y a toujours eu une part des militaires qui étaient favorables à partir en guerre et l'autre qui disait non, on a tout intérêt à rester dans le statu quo actuel, plutôt que de provoquer une guerre qui a des conséquences illimitées. C'est ce qui s'est passé pour la guerre de 14, qui était en fait, qui a été retardée en fait par les militaires, par certains militaires, jusqu'à ce que l'échéance inéluctable arrive en 1914. Mais les occasions de guerre, elles ont existé depuis les années 1910, à peu près 4 ans avant, hein. Donc les soldats qui bloquent, enfin les officiers qui bloquent la mise en guerre, il y en a toujours eu. Aujourd'hui, on est dans un cas en apparence similaire, sauf que j'ai l'impression que les rapports de force sont vraiment en faveur de ceux, les militaires, qui ne sont pas d'accord pour rentrer en guerre avec la Russie, hein. C'est-à-dire l'essentiel de l'état-major ne va pas dans ce sens-là, même si
même s'il nous est proposé à la télévision, sur les écrans, un certain nombre de généraux et de colonels, je ne vais pas dire les noms ici, qui eux nous disent, mesdames et messieurs, il faut vous préparer une guerre, quoi. C'est inéluctable, hein, voilà. Donc ce sont des oiseaux de mauvais augure qui n'ont pas d'argument, c'est-à-dire qu'en fait on ne voit pas l'intérêt de Poutine d'aller en guerre contre la France. J'en vois aucun, et je suis pas tout seul à penser ça. Et l'intérêt pour la France d'aller se battre contre Poutine non plus. Donc il y a zéro intérêt des deux côtés. Donc tout ça n'est que verbiage du côté de Monsieur Macron, dont on sait qu'il aime la poudreuse, effectivement, en ski, je suppose, et que donc ces messieurs n'ont pas vocation à se battre entre eux. Mais pourtant, ils laissent l'impression que ça va être possible. Et que dit Monsieur Poutine notamment? Il dit qu'il est prêt à une guerre atomique. Alors c'est à la fois exorbitant comme parole, et je dirais dépassé, difficile à croire. Pourquoi? Parce que la prochaine guerre ne sera pas nécessairement atomique. D'abord parce que la guerre atomique, non seulement pourrait polluer complètement la planète pour des centaines d'années, mais en plus pourrait la détruire, c'est-à-dire la fracturer tout simplement, et rendre cette planète inhabitable pour qui que ce soit. Première raison. Oui. Philippe, je voulais aussi rajouter quelque chose qu'on a déjà dit, mais qu'il ne faut pas oublier que quand on parle éventuellement, comme le font certains généraux, d'armes nucléaires tactiques que Poutine pourrait utiliser notamment en Ukraine, on oublie une chose toute simple, c'est que les vents dominants soufflent de l'ouest vers l'est. Ça veut dire que toute arme nucléaire, même tactique, qui tomberait sur l'Ukraine ou sur l'Europe, 1 ou 2 jours après, les retombées arriveraient, où ça? Sur Moscou. Donc, il n'y a absolument aucun intérêt pour Poutine de faire fonctionner et de déclencher des armes nucléaires. Et on dit complètement l'inverse d'un philosophe en 2024, Bernard-Henri Lévy, qui lui prône la guerre. Et oui, un philosophe qui prône la guerre, c'est quand même incroyable. En même temps, c'est BHL, hein, on s'étonne pas. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci. Alors, ça commence par paix en moi. Et si je me fais confiance, et à moi-même et à mon sens de l'honneur, je vais forcément faire confiance au sens de l'honneur de tous les militaires qui se sont engagés par honneur et pour servir le peuple et son bonheur. Donc, je leur fais confiance à ces gens d'honneur. Et paix avec vous. Alors, je n'impose pas la paix en vous parce que c'est à vous d'accepter qu'elle soit en vous. Je ne peux pas imposer la paix en quelqu'un, sauf en moi-même. Et c'est pourquoi je dis paix avec vous. Et paix pour le monde entier, car nous n'avons pas non plus le pouvoir d'imposer la paix au monde. Le monde suit son chemin, nous pouvons juste l'aimer, et nous pouvons aimer toutes les parties de notre être, y compris celles avec lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Alors, première chose. Et deuxième chose, l'enthousiasme. Si vous voulez écouter André Stern, qui parle magnifiquement de l'enthousiasme, c'est la chose la plus extraordinaire qui permet à notre cerveau de se développer en harmonie et à notre être de vivre dans toutes circonstances avec la joie et l'enthousiasme, de pouvoir améliorer un tout petit peu, de pouvoir apporter sa contribution. Donc je vous souhaite à nouveau, comme tous les jours, un bon courage à savoir faire avec le cœur et bon enthousiasme. Merci à chacun et à chacune de m'avoir entendu. Merci à toi Jean-Pierre. Nous allons regarder l'actualité en images. Je vous débriefe ça rapidement. C'est la marque de fabrique de notre président de la République. L'actualité en images tout de suite. C'est ma marque de fabrique. J'ai toujours dit la vérité aux gens. Je considère que c'était important de le faire parce que nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Et on n'a jamais envie de voir les choses telles qu'elles sont. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Je m'exprime ici en tant que partenaire fidèle, disposant d'une puissante capacité militaire expéditionnaire, ainsi que d'armes nucléaires d'État, capables de défendre des intérêts vitaux de dimension européenne. Et nous offrons un dialogue spécifique à ce propos. Et pour moi, il est important de réitérer ce point devant vous. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe
où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. C'est ma marque de fabrique, j'ai toujours dit la vérité aux gens. Alors, première nouvelle, la guerre est revenue sur notre sol. Tout à fait. C'est plus que le flagrant quand on voit ça. Et je vais rebondir tout de suite, lié à tout ça d'ailleurs, sur ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure. Les forces de l'ordre, ce qu'on appelle les forces de l'ordre, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie, ne sont pas là pour faire la guerre. Ils sont là pour défendre le peuple. D'ailleurs, on a souvent parlé toujours de défense nationale. Donc, ils sont pas là pour faire la guerre. Ils sont là pour maintenir la paix, ce qui est totalement différent. Donc, et ça, il faut pas l'oublier, et surtout, il faut pas que nos militaires l'oublient. Ils sont là pour défendre le peuple français. Voilà. Et ça, c'est très important. Et quand on voit Macron, qui normalement est le chef des armées, se permettre finalement de faire une emphase verbale pour finalement menacer Poutine, eh bien, il ne défend absolument pas les intérêts du peuple français, qui n'a rien à voir dans cette guerre. Voilà, donc quand on voit la parenthèse que fait François Hollande en expliquant que certes, ce n'est pas la Russie qui a techniquement attaqué l'Ukraine, mais c'est en tout cas l'Allemagne et la France qui avaient signé les accords de Minsk, qui ont fait tout ce qui était dans leur pouvoir pour ne pas les respecter et faire en sorte qu'une fois l'accord brisé, une fois le constat de cet accord brisé fait, eh bien, il ne reste plus aux partenaires avec lesquels on a signé l'accord, c'est-à-dire la Russie, que le choix des armes. Donc, il y a une mauvaise foi évidente que d'aucuns disent aujourd'hui, Poutine ne pouvait faire autrement que de lancer cette opération, sinon l'Ukraine serait rentrée dans le giron de l'OTAN et c'était la catastrophe pour lui, au moins pour lui. Voilà. Donc, enfin pour la Russie. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est de là que on se rend compte que la gestion des intérêts ne va pas du côté du peuple russe ou du côté du peuple français même, puisqu'en l'occurrence le peuple français n'était même pas au courant de ces manœuvres dilatoires, de ces manœuvres, je dirais, qui normalement sont du ressort de la haute politique, etc., de la diplomatie supérieure, on va appeler ça comme ça. Et on n'était pas au courant. Et en quoi est-ce que ce qui se passe de l'autre côté de l'Europe peut avoir une incidence sur le bonheur ou le malheur des Français? Bon, effectivement. Alors il y en a une, puisque les fameuses sanctions qui ont été votées par tout l'Occident, on va dire, contre la Russie, eh bien, elles ont bien eu lieu. Et on en mesure aujourd'hui les conséquences. Et on se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Elles avaient pour fonction je dirais, de réduire la Russie, de lui faire baisser un peu pavillon. Et pour nous augmenter en quelque sorte, économiquement en tout cas, et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Alors qui sont ces gens qui sont à la manœuvre dans notre gouvernance pour faire des choses qui vont à l'encontre des intérêts du peuple français? Est-ce que ce sont des mauvais? Est-ce que ce sont des incapables? Ou est-ce que tout ça est parfaitement orchestré pour faire chuter encore l'Occident? Et là je veux parler de l'Allemagne en particulier et de la France bien entendu. Ils sont les deux pays les plus visés par une forme de déchéance économique, politique, essentiellement sur ces deux points-là. Et où est l'intérêt de la gestion de l'intérêt du peuple de France en l'occurrence dans cette affaire-là? Il est nulle part. Donc on ne voit plus comment nos politiciens gèrent les intérêts de la France. Alors on pourrait descendre d'un niveau. On n'est pas obligé de ne parler que des affaires internationales et des bruits de bottes. On peut parler aussi de la sécurité sociale, qui ne reçoit pas l'argent qu'elle devrait recevoir. On a des articles aujourd'hui qui circulent sur le net où on nous explique très doctement, d'ailleurs, et très justement, que si la sécurité sociale recevait effectivement toutes les sommes qui lui sont imparties par différents canaux, d'ailleurs, qui sont parfaitement décrits par la Cour des comptes, eh bien, non seulement on n'aurait pas de déficit, mais on aurait un bénéfice de plus de 9 milliards, si mes souvenirs sont exacts, 9 milliards d'euros. Donc, où est le problème? Le problème, c'est que le système qu'on a mis en place, il était vertueux, mais malheureusement, il fonctionne pas. Donc, tout ce qui est en faveur
de l'intérêt des Français ne fonctionne pas, est grippé, un peu comme une machine qui se grippe. Alors, pour des raisons qu'on connaît ou pour des raisons qu'on ignore, en tout cas, Monsieur Macron nous explique et Monsieur Attal nous explique et Monsieur directeur des finances françaises nous explique aussi qu'il va falloir vraiment serrer les rangs, quoi, qu'on va avoir des difficultés parce que maintenant les prêts que la France va devoir rembourser, ça va être du sérieux, quoi. Voilà. Donc voilà, donc où est la gestion de l'intérêt du peuple français au milieu de tout ce qu'on vient d'entendre? Ben, elle est nulle part. On nous prive de liberté, c'est-à-dire qu'on a encore eu un vote il y a quelques soirées en arrière sur l'obligation faite aux gens de ne pas parler contre le gouvernement français quand il s'agit de parler de la Russie et des rapports entre la Russie et la France, parce que si on a le malheur de trouver que ce que fait Monsieur Macron, c'est pas bien, ah ben on est tout à fait justiciable et justifiable d'une amende et de la prison, tout simplement. Hein. Donc là, on est tombé dans une forme de totalitarisme qu'on ne rencontre qu'en cas de guerre, sauf qu'on n'est pas encore en guerre. On nous annonce la guerre, on nous dit qu'elle est sur notre territoire, mais elle n'y est pas. Donc c'est pas du mensonge. C'est de la malaxation de cerveau pour nous mettre dans la situation, nous Français, de penser que nous sommes en guerre et que nous sommes en guerre contre l'ennemi le pire du monde, qui est la Russie. Et donc, je ne sais plus qui rappelait qu'on avait été son allié pendant la guerre de 14, qu'on avait été son allié pendant la guerre de 41, enfin de 44, disons, 43, 44, 45, bien sûr. Et que grâce à cette alliance, on était venu à bout, dans un premier temps, de l'alliance austro-germano-autrichienne, et dans l'autre cas, du nazisme, tout simplement. Donc voilà, donc ça, on est en train de dire du mal, du gros mal de Monsieur Poutine et de la Russie, alors que des Russes ne nous ont rien fait, bien au contraire, et qu'on pouvait envisager de faire du business avec eux. Je pense que les Allemands en particulier avaient des visées très précises sur les liens économiques entre la Russie qui fournissait le gaz et l'Allemagne qui fournissait l'industrie. Ce couple-là pouvait tout à fait bien fonctionner sur des bases sérieuses, alors qu'on n'a jamais très bien compris sur quelle base pourrait fonctionner le fameux couple franco-allemand dont on n'a jamais très bien compris ce que c'était, ce que ça voulait dire. En tout cas, je peux vous assurer que les Allemands, ils n'ont jamais compris. Hein. Oui. Alors Philippe, je voulais rajouter à ce que tu dis que en fait, quand on regarde au niveau mondial, il suffit de se rappeler de ce qui s'est passé en 1963 quand Khrouchtchev a voulu mettre des missiles en face des États-Unis à Cuba. Les États-Unis ont immédiatement réagi. Alors qu'en Europe, les États-Unis, petit à petit, ont fait rentrer dans l'OTAN toute une série d'anciens pays de l'Est qui finalement ont fait peur finalement à la Russie, qui s'est trouvée un petit peu comme encerclée. D'autre part, on était complotistes il y a quelques années quand on disait que l'Ukraine était remplie de bases secrètes et de laboratoires de la CIA, et maintenant, même dans les médias mainstream, eh bien, ils le reconnaissent. Donc ça veut dire que il est logique que Poutine ait réagi. Et nous, au niveau de la France, il suffit de se rappeler de ce que faisait le général de Gaulle quand il voulait l'indépendance de la France, aussi bien des États-Unis que du reste du monde, y compris de la Russie, tout en ayant une amitié avec la Russie. Et d'ailleurs, c'est ce que dit actuellement son petit-fils, qui lui fait partie des gens qui défendent les intérêts du peuple français. D'ailleurs, un hommage à son père, Philippe de Gaulle, qui vient de décéder aujourd'hui à l'âge de 102 ans. Qui défend les intérêts du peuple français? Eh bien, comme dans les années 40, ce sont les résistants. Ce sont des gens comme nous et d'autres, qui résistons au système, qui dénonçons tous les mensonges qu'il peut y avoir, toutes les tricheries et tout ce qui nuit au peuple français. Les agriculteurs aussi font partie de ceux qui défendent le peuple français, parce que sans eux, le peuple français ne peut pas manger, ne peut pas se nourrir. Donc, on doit comprendre que même si la résistance en France n'est pas très nombreuse, encore que d'après certains sondages, plus de 10% de la population française a déjà pris conscience de ce qui se passe, eh bien, qui défend le peuple français? Eh bien, c'est le peuple français lui-même qui se défend. Et à partir du moment où le peuple français sera suffisamment éveillé, à ce moment-là, il est logique que l'armée, qui, d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est là pour défendre le peuple français et non pas des gouvernants ou des oligarques, même élus d'une manière, je dirais, même pas tout à fait légale, et même, je dirais, complètement illégitime, notamment depuis
le viol de la Constitution en 2005, eh bien, à partir de là, les forces de l'ordre et l'armée doivent, à partir d'un certain moment, se rendre compte que le peuple est lésé, que le peuple est brimé et commencer à bouger. Nous attendons simplement la masse critique, que quand la masse critique sera atteinte, eh bien, à ce moment-là, on espère et on lance cet appel donc à l'armée de défendre le peuple français et de surtout pas faire la guerre au peuple français, parce qu'à partir du moment où on veut déclarer la guerre à la Russie, c'est faire la guerre au peuple français lui-même. Masse critique, moi j'appelle plutôt ça l'immunité collective. Oui. Alors avant peut-être de donner la parole à Iota qui la réclame, je vois, justement aller dans son sens pour dire qu'on ne fera rien de tout ça si on n'a pas le corpus philosophico-politique, c'est-à-dire que si on ne se transforme pas, nous Français, en véritable démocratie, évidemment, parce que ce mot, encore une fois, a été galvaudé au cours des siècles. Aujourd'hui, on sait qu'il a été tellement galvaudé qu'il ne correspond plus à rien du tout, alors que c'est très simple, la démocratie. C'est quand c'est le peuple qui gouverne sans intermédiaire. Donc, voilà. Alors que nous, aujourd'hui, nous n'avons que des intermédiaires. Alors, il y a d'autres variables et variantes autour de ça, qui déclinent de ça, qui découlent de cela. Mais l'essentiel est là. C'est qu'il n'y a pas de représentation politique possible dans une démocratie. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre aussi d'avancer si on veut véritablement que ce peuple de France reprenne ou prenne tout simplement son autonomie, prenne sa souveraineté. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, notre souveraineté, et d'arrêter de faire en sorte que notre destin dépende de quelques politiciens qui ont décidé de faire ceci ou cela sans nous en parler, évidemment. Alors peut-être à cette étape-là, il faut passer la main à Iota. Alors, eh bien, avec moi, vous allez de nouveau voyager un petit peu dans l'Antiquité. Et donc, faisons un constat, faisons un état des lieux. Et qu'est-ce qui se passait dans l'Antiquité quand on parlait de la guerre des Titans? Que représentaient les Titans? Évidemment, la traduction allégorique qui existait à l'époque, on nous a traduit les titans avec des immenses humains, des géants qui se battent entre eux. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre de titans. Et les titans, dans l'Antiquité, représentaient la force gouvernementale. C'est-à-dire qu'on pouvait considérer qu'un État pouvait se nommer titan parce qu'il obtenait un certain monopole sur tous les autres pays. Qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? On a une guerre de titans, que ce soit les Russes, les Chinois, les Américains et même Macron. Enfin, avec Macron et celui que nous avons en Grèce, nous constatons que c'est des mini-titans comparés aux autres. Mais en fait, quand on constate cette guerre de titans, donc cette force de gouvernement, eh bien, le peuple est sacrifié. Le peuple est forcément sacrifié. Et donc, c'est pour ça que moi, je préconise toujours la démocratie. Parce que si nous vivions en véritable démocratie, nous n'aurions pas ce problème de titans qui se battent entre eux et qui sacrifient le peuple. Et d'ailleurs, nous n'aurions même pas le mot peuple. Nous n'aurions que le mot citoyen. Et chaque citoyen aurait tous ses droits. Et donc, que ce soit Poutine ou les Américains ou les autres, ils sont obligés de sacrifier le peuple pour pouvoir garder leur monopole et leur force économique surtout, évidemment. Et donc voilà, ça vaut encore une fois la peine de retourner dans l'ancien temps et de constater que l'histoire se répète toujours. En oligarchie, ça ne faillit jamais. C'est-à-dire que quand le schéma est obtenu et qu'il donne un résultat, il va continuer tout le temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que moi, évidemment, je ne veux pas prendre parti ni pour les Américains, ni pour Poutine, ni pour personne. Le seul parti que je prends, c'est pour chacun de nous et que nous devrions retrouver notre force et justement éviter qu'un jour nous nous retrouvions
en sacrifice pour des titans qui le font que pour l'aspect économique des choses. Et donc voilà, ça, je crois que ça demande réflexion. C'est bien, on utilise le mot peuple, mais ce serait mieux d'utiliser le mot citoyen et le mot démocratie, et j'applique mes droits en tant que citoyen. Et ça, c'est malheureux, évidemment, mais d'un autre côté, je suis contente puisque on voit très bien, hein, même si Poutine, il est génial, il a très bien fait de faire la guerre en Ukraine, selon moi, hein, ça me personnel comme opinion. Moi, je pense que effectivement, quand je pense à l'oligarchie, je me dis, bon, on va sacrifier les Ukrainiens, on va défendre Poutine. En fait, on peut aller dans n'importe quel sens en défendant ces titans. On ne défendra jamais le peuple, on ne défendra que les intérêts économiques. Donc voilà, je passe la main à Jean-Pierre. Oui, parce que je voulais juste simplement préciser que la vraie guerre secrète, c'est celle qui est contre les citoyens, contre les peuples, hein. Comme disait Claire Sévrac. Et l'objectif, c'est déjà de garder la main sur tous les peuples, et puis c'est les titans, comme tu dis, qui se battent entre eux, pas celui qui aura la plus grande qui arrivera à dominer l'autre. Alors que dans une vraie démocratie, c'est pas une question de domination, mais c'est une question de coopération entre les gens, de façon à ce que chacun vive au mieux sa vie, et dans chaque pays, que les pays soient souverains comme chaque citoyen. D'ailleurs, on peut dire, Iota, que contrairement à ce qui se passait dans l'ancien temps avec les rois qui allaient sur le terrain et qui se battaient avec leurs soldats, eh bien actuellement, tous les oligarques de tous ces pays actuels, eux, ils restent bien tranquilles dans leur bureau, ce n'est pas eux qui vont sur le terrain. Voilà. Ils ne vont pas aller sur le terrain. Ils ne se considèrent pas faisant partie du peuple. Ils se considèrent comme des élus du divin qui les ont placés, qui les a fait placer à ces postes-là. Et donc ils sont orgueilleux, ils sont très fiers de combattre, et quoi qu'il arrive, ça arrivera toujours. On n'a qu'à regarder. Alexandre le Grand a fait un expansionnisme pour éviter que les Perses arrivent en Europe. Et puis directement après, on a les Romains qui monopolisent également toute la terre. Et donc, ce schéma-là revient tout le temps, et en définitive, le peuple y suit parce que dans sa tête, il est esclave, il est confirmé esclave, donc il va prendre parti pour l'un, prendre parti pour l'autre, en oubliant de se défendre lui-même. Et c'est ça qui est malheureux à notre époque, c'est que nous sommes devenus des numéros, disons des esclaves avec une petite liberté, supposée liberté, puisqu'elle ne l'est pas au fond de la réflexion. Et donc, voilà, on n'en sortira pas de cette spirale tant qu'on ne quittera pas le système oligarchique. Et je suis sûre que c'est en démocratie, mais je vous le signe et je mets mes deux mains dans le feu, nous n'aurions jamais eu des situations comme nous avons depuis ces 2500 ans. C'est même encore pire que ça. C'est même encore pire que ça, Iota, parce que quand on écoute Macron qui a dit que la bête de l'événement est arrivée, je ne sais pas s'il faisait référence à sa propre personne, mais en tout cas, quand on regarde les écrits de Klaus Schwab et de toute la bande de Davos et de Bilderberg, on s'aperçoit que vraiment, ce sont des psychopathes, d'une part, et que ce sont des gens qui vraiment sont, je dirais, les adeptes d'une religion qu'on pourrait appeler, que certains appelleraient satanique, même si on ne croit pas au diable, mais une religion qui est là pour détruire et pour dominer. Donc, non seulement faire des humains des esclaves, mais aussi détruire la population en grande partie. Évidemment, et ça, il faut vraiment qu'on en prenne conscience, parce que utiliser des moyens encore supérieurs et parallèles au fait d'être chef d'un gouvernement,
Eh ben, le peuple là-dedans, que voulez-vous? Nous sommes obligés aujourd'hui de faire un état des lieux, de regarder les choses d'en haut et de se dire où est l'intérêt du peuple dans tout ça? Où se trouve l'intérêt du peuple dans tout ça et qui peut s'en occuper de cet intérêt du peuple? Eh bien, à part nous, il n'y a personne d'autre. Et il n'y aura pas. Alors au sein du CNTFCH, effectivement, on a écrit comment on allait changer les choses et comment on allait donner accès aux citoyens à cette liberté au travers de la vraie démocratie. Puis j'aurais cité aussi un titre de Saint-Exupéry qui s'appelle Terre des hommes, qui fait allusion à ces peuples qui appellent qui appellent tous les êtres humains qu'ils voient arriver dans le désert, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient bleus ou jaunes. Ils appellent les hommes. Mais vous appelez comment, vous? Ben, on est les hommes. Et les Esquimaux, ben, pour nous, c'est les hommes. Hein, donc, on est sur la terre des hommes. Alors que les hommes, ils peuvent avoir plusieurs couleurs, une génétique a priori identique partout, mais c'est ce qui les rend, ce qui les fonde à vouloir revendiquer quelque chose sur cette planète qui est de l'ordre de l'appartenance. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à cette planète et pas à la planète Mars et pas à la planète Vénus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont originaires de cette terre qu'on appelle la Terre. Et donc ils sont de ce fait totalement fondés à réclamer des droits et à réclamer leur liberté. Et je ne vois pas pourquoi une minorité de personnes serait, elle, fondée à se débarrasser, avec des gros guillemets évidemment, de 90% de cette population pour ne faire que jouir sans entrave du peu qui restera et du peu d'écologie qui restera également, parce on sait très bien que ces gens-là, ils se soucient peu d'écologie. Donc c'est ça qui est en cause. C'est à ça qu'il faut continuer à croire. Est-ce que nous sommes fondés à demander de la liberté et des droits? Oui, la réponse est oui, évidemment. Est-ce que jusqu'à maintenant nous avons eu la possibilité d'exprimer ces libertés et ces droits? La réponse est quasiment non, sauf rare exception. Et est-ce qu'on a des solutions pour que ça arrive? La réponse est encore oui. Voilà, je crois qu'on peut et profiter de ces dernières minutes pour dire que le livre de Yota Angelaki ici présente est toujours disponible à la vente et que vous pouvez demander à l'obtenir sur contact-info @conseilnational.fr. Et là, vous aurez tous les éléments pour pouvoir en faire l'acquisition. Voilà, c'était important, je pense, de le rappeler. La démocratie assassinée des Fieltis. Mais on devrait y arriver un jour, que nous le voulions ou pas. D'ailleurs, nous y arriverons à cette démocratie. Parce que les titans, quand ils se battent entre eux, eh bien, à un moment donné, ils s'affaiblissent, ils se tuent les uns les autres. Et donc, à un moment donné, nous devons saisir cette occasion pour complètement éliminer de la face de la Terre ce système qui fait des uns des supérieurs et des autres des inférieurs qui ne sont bons que à circuler vers la mort, tout simplement. Puisque en Ukraine, c'est les civils qui meurent. En Israël, à Gaza, c'est des civils qui meurent. Et dans toutes ces guerres, c'est toujours les civils qui meurent. Et l'oligarchie perdure. Et en plus, aujourd'hui, ils sont vraiment vaniteux car ils nous proposent, soi-disant, de se battre entre eux pour que nous ayons l'électricité moins chère. Et le résultat est qu'aujourd'hui, ils se battent entre eux, ils ont leur caviar et nous, on a l'électricité plus chère. Et donc, on n'en sortira jamais, les amis. Il faut vraiment réfléchir et il faut vraiment prendre un tournant pour arrêter tout ça. Sinon, ces titans-là, ils sont capables de détruire la Terre, tout simplement. De nous laisser les yeux pour pleurer, et encore. Oui, ou les yeux. Accrochons-nous, on les aura, comme disait. On ne peut pas tuer la vie. La vie est plus forte que l'amour. Oui, Jean-Pierre. Alors, gratitude à tout ce qui a été dit et au cœur de chacune et de chacun. Merci pour ce temps de parole. J'ai plusieurs choses à aborder. Première chose, la plus importante, invitation à aimer ou s'abstenir. À savoir, s'aimer soi-même et aimer son autre. Parce que son autre, c'est la projection de soi-même. Donc, je m'invite à aimer ou à m'abstenir. S'abstenir est un acte courageux qui est fait avec le cœur, quand il est nécessaire. Donc, je voudrais aborder aussi, alors le courage, bien sûr, c'est faire avec le cœur, je voudrais aborder le terme lâche.
Dans toutes les fraternités où on a l'opportunité de guérir de ses propres blessures, nous insistons sur le fait de s'en remettre à ce que nous avons de meilleur au fond de nous-mêmes, sa propre divinité, chacun l'entend comme il veut, et lâcher prise, s'en remettre à cette divinité et lâcher prise. Alors le lâcher prise n'est pas une lâcheté, mais c'est un courage. C'est le courage de faire confiance à ce que nous avons de meilleur. Voilà pour la lâcheté. Être président d'un peuple, ça n'est pas être président d'une république défunte. Le peuple de France, c'est le peuple qui porte haut la devise de la France dans son cœur, à savoir égalité dans l'amour destiné à chaque être de l'univers, même si cet amour prend une forme différente suivant les besoins. Liberté proportionnelle à la juste utilisation qui en est faite pour diffuser l'amour, la paix et favoriser le bonheur de chacune et de chacun. Fraternité avec chaque être de l'univers, quelle que soit sa forme, son origine, son action et son état. Voilà. Être français, c'est appliquer cela et le vivre dans son cœur. Donc, je ne reconnais aucun président du peuple de France, sauf chacun et chacune d'entre nous dans la mesure où il est disposé à appliquer cette devise. La liberté. Il n'y a pas de président en France, on est d'accord. Alors, nous sommes tous présidents de nous-mêmes, théoriquement. Parfois, il y a de la rébellion à l'intérieur. Et justement, le rôle du président est de donner la parole à chacun et pas de décréter des lois à lui tout seul comme un dictateur. Le rôle du président, c'est de présider, à savoir d'être présent dans une assemblée et de permettre que chaque parti s'exprime équitablement. C'est ça le président. Alors, donc, oui. Vas-y Philippe. Eh bien, vas-y. Si nous avons encore. Organisons-nous. Tu n'avais pas terminé, Jean-Pierre. Je voudrais dire que suivant les 4 phrases essentielles que l'on peut trouver dans, pour les autres religions que je ne connais pas, dans l'évangile de Saint Jean. Au commencement est le Verbe, et le Verbe vibre avec Dieu. Donc il est libre de vibrer, le Verbe. Et Dieu est avec le Verbe, ce qui fait que le Verbe est souverain et non une personne, non un être humain mortel. C'est le Verbe qui est souverain quand il est en harmonie avec le principe le plus élevé d'un être. Et le Verbe se fait chair, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prononce quelque chose, ça va se manifester un jour ou l'autre, puisque le Verbe est souverain. Donc, il n'y a pas d'autre souverain que le Verbe. Et la souveraine, la reine, c'est la phrase. C'est un principe qui peut être athée, mais qui peut aussi être adaptable aux gens qui préfèrent être déistes. Je n'ai absolument rien contre, simplement je les invite à méditer sur cette liberté d'être en accord avec soi-même. Merci. Alors Jean-Pierre, tu as parlé de phrases. Ben justement, c'est très marrant parce que on se complète très rapidement. Parce que moi, j'avais une phrase à dire pour terminer, une phrase qui peut être très positive, qui s'adresse à tout le peuple français. Une phrase que vous allez tous reconnaître, c'est « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est presque arrivé ». Et je terminerai ainsi. Portez-vous bien, gardez le sourire, surtout face à ce qu'il se passe, parce que le fait de garder le sourire va générer une bonne santé, c'est la meilleure façon de résister. Merci Bruno, merci Philippe, merci Yota, merci Jean-Pierre, merci Christiane, merci à vous également qui nous regardez. Prochain rendez-vous juste avant le week-end. Excellente soirée.